Bonjour à tous et bienvenue dans Draft. Draft, c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête. Les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Faure et dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte et à les scaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Bon les amis, je suis le podcasteur qui fait le moins de podcasts de France. J'arrive même plus à dire podcast. Et vous n'êtes pas tombé sur la chaîne secondaire de Bernard-Henri Lévy, vous êtes bien sur les gros mots. Et voilà, il y a toujours une grosse croix, il y a toujours des punchlines. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Et putain, c'est un truc de ouf comment j'arrive pas. Je n'arrive absolument pas à être régulier sur le podcast. Je sais pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est pas parce que j'aime pas ça, parce que c'est presque le truc que je préfère faire dans la vie. Si je prends l'ikigai, est-ce que ça me rapporte? Oui. Est-ce que j'aime ça? Oui. Est-ce que je suis bon / est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que je suis reconnu? Oui, parce que vous m'envoyez plein de messages et d'ailleurs merci beaucoup pour votre soutien. S'il n'y avait pas ça, clairement, je n'allumerais pas la caméra à ce moment-là. Bref, je ne comprends pas pourquoi je ne le fais pas. Alors j'ai eu un été un peu challengeant, comme vous le savez, il y a eu pas mal de trucs qui ont bougé dans ma vie, mais c'est pas une excuse en fait. J'ai pas envie d'être ce mec-là qui s'excuse. Je manque clairement de rigueur et de discipline. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de micro, podcast, machin. Il y a un Osmo qui est sur un pied. Je l'utilise pour la boxe normalement. Je suis dans mon nouvel appart à Bordeaux. Ça, je vous en parlais aussi. Je viens de brancher le truc. Ça se trouve, il n'y aura même pas assez de cartes mémoire. Et il faut vraiment que j'arrête de m'écouter. Il faut que dès que j'ai un truc à raconter, j'allume ce putain de dispositif-là, de caméra-là, et que je le fasse. En plus, j'ai toutes mes notes. J'ai toutes mes notes là-dessus. J'ai mon journal hebdomadaire. J'ai une tâche, j'ai un run sur mon Notion qui arrive et qui me dit « Ok, Gérald, comment tu te sens? La bonne nouvelle pro, la bonne nouvelle perso, les trucs que tu as appris, les trucs que tu croyais vrais et que tu viens de rechallenger, etc. etc. » J'ai cette prise de notes. Là, le truc que je vais vous lire aujourd'hui, il est du 11 septembre. Au moment où j'enregistre, on est le 8 octobre. Bref. Si je transpire, c'est pas parce que je suis énervé, c'est parce que je sors de l'entraînement. Et si j'ai l'oreille rouge, c'est pas parce que je me suis fait punir par ma maman, mais c'est juste parce que j'ai fait un petit peu de grappling. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est toujours un moment de grande cohésion avec son partenaire. Donc Yannick, je pense que je vais avoir un chou. Je te remercie. Voilà les amis. En tout cas, je suis ultra content de reprendre ce podcast-là. Je sais pas si le setup technique il va aller. Je sais pas si la lumière là ça va aller parce que j'ai jamais rien tourné dans cet appartement. J'ai dormi 2 nuits dans ma vie. Je sais pas si le son il est bon. En tout cas, bon, on va tester comme ça. Donc, ce qui compte, c'est les trucs que j'ai à raconter, je pense. Vous savez, ça me fait du bien de moi verbaliser ce journal personnel, cette évolution, ce changement de vie, ces compréhensions, ces apprentissages, aussi ces retours d'expérience. Là aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience. Ça me fait du bien et je sais aussi que pour certains d'entre vous, ça vous aide aussi. Et donc ça me motive. Et voilà, il faut que je me bouge, il faut que je reprenne cette rigueur-là. Et du coup, premier point, les bonnes nouvelles perso, c'est que je retrouve mes routines. Alors, j'ai eu un mois de septembre qui était assez rock'n'roll puisqu'il y a eu la rencontre, il y a la rentrée des enfants, vous le savez, c'est la priorité. Mais en vrai, je suis bien accompagné. Je suis bien accompagné pour les enfants, même s'il y a des challenges dans la vie personnelle. Les mamans sont au top. En plus de ça, j'ai quelqu'un à la maison, vous savez. Donc voilà, c'est pas non plus insurmontable. Mes enfants ont de super grand-mères qui s'en occupent bien. Bref, je suis bien accompagné, donc je ne peux pas dire que c'est à cause de ça que j'ai eu un mois de septembre compliqué. Par contre, j'ai eu une immersion que j'ai organisée avec les membres du mastermind. J'ai eu le mastermind et puis ensuite, moi, je suis parti en mastermind en tant que client. D'ailleurs, j'ai adoré. Pour vous situer un petit peu ces trois trucs-là dont je parle, les immersions, donc c'est mes clients qui viennent en petits groupes, maximum 3-4 personnes, ils viennent dans mes bureaux et on a une journée entière pour taffer. Donc comment ça se passe? Le matin, on se prend un petit café, on se met sur le comptoir de la cuisine du bureau et on commence à faire un petit diagnostic. On passe environ 45 minutes par personne en disant voilà, quelle est ton intention d'aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu as déjà mises en place? Quelles sont les choses que tu aimerais essayer sur lesquelles tu as un petit peu de doute? Et est-ce que tu vois des angles morts dans ta stratégie? Voilà. Ça me permet, moi je note tout. Là, je suis vachement à l'écoute à ce moment-là. Je capte des choses et je note.
Ça fait mon ordre du jour pour l'après-midi. Et donc on passe les 3. Le midi, on va déjeuner. On va déjeuner à côté du bureau, à Senon, à côté de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Et l'après-midi, on passe un par un. Et là, on met clairement les mains dans le business. J'avais 3 personnes sur la rencontre de septembre. En tout premier, il y avait Tania. Tania, elle venait pour structurer ses lancements. Parce qu'elle fait des lancements, mais de lancement en lancement, elle s'épuise, elle se fatigue. Et ça, vous le connaissez peut-être, ce moment où en fait, vous avez l'impression de ne pas capitaliser sur votre expérience. Vous êtes des machines de guerre, mais vous ne capitalisez pas. Ben voilà, Tania, elle avait ce truc-là, et donc je l'ai aidée à bien structurer le truc. Et clairement, on ne va pas se mentir, ce que je lui ai dit, c'est d'accepter, de standardiser un petit peu plus, de customiser un petit peu moins, mais surtout de ne pas attendre le lancement parfait. C'est-à-dire, le lancement parfait, il n'existe pas. Ce qu'il faut avoir comme mindset, c'est de se dire, le lancement 2 sera meilleur que le lancement 1, le lancement 3 sera meilleur que le lancement 2. En gros, c'est toujours s'améliorer. C'est vraiment ça. C'est un petit peu comme sur les pages de vente. C'est le bon taux de conversion d'une page de vente ou d'une page d'opt-in, c'est le taux qui est meilleur que celui de la veille. Ben là, c'est exactement pareil. Et on a vu ça avec Tania. Et du coup, on a mis en place plein de choses avec son Notion. Et je mets clairement les mains dans son Notion. Et en fait, l'immersion, alors c'est une immersion dans mes bureaux avec mon équipe, etc. etc. Donc, c'est les clients qui viennent. Mais réellement, c'est moi qui rentre dans leur business. Donc, Tania, on a fait ça. Ensuite, on a eu Pierre. Pierre, il est venu, lui, clairement, pour parler des soucis de conversion sur ses landing pages. Ben, on a bossé sur des landing pages. On a fait des wireframes. Je l'ai mis en relation avec un prestataire. Bref, ça a été ultra concret comme immersion. Et enfin, il y a eu, j'oublie son nom, il y a eu Lionel, pardon, excusez-moi Lionel, j'espère que tu m'en voudras pas. Il y a eu Lionel, et Lionel, lui, c'était un souci de LTV. Donc vous voyez, c'est des sujets ultra concrets où on met clairement en place des choses. L'idée à la fin de l'immersion, c'est de partir avec une feuille de route, avec des prestataires qui ont déjà été briefés, avec des briefs, des machins. Moi, je fais des wireframes, je fais des looms. Bref, c'est prêt à envoyer à l'équipe qui va implémenter. Et derrière, on fait de la comptability, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les routines qu'on a demandé aux membres des immersions de mettre en place, elles sont respectées, que les prestataires sont bien encadrés, etc., etc. En gros, on ne laisse pas ça sur l'étagère, on fait en sorte que ce soit vraiment très applicable. Donc voilà, ça fait partie intégrante du mastermind. Mais comme vous l'imaginez, moi, en termes d'énergie, il faut que je passe de sujet en sujet. Et puis, c'est sur un temps long. Le mardi, j'ai déjà un petit peu ça, parce que les mardis, de manière générale, j'ai des office hours. Les office hours, c'est exactement la même chose, mais ça dure que 15, 20, 30 minutes par client. Et puis, ça se fait sur Zoom. Là, on est une journée entière et c'est des temps longs. Donc, c'est absolument génial. J'adore. Et c'est peut-être mon format préféré derrière le mastermind. Mais clairement, ça me ronge. Et ce qui s'est passé à la fin de l'immersion, c'est qu'on a enchaîné sur le mastermind. Donc, les membres, ils arrivent le mercredi soir à Bordeaux. Toutes les rencontres se font à Bordeaux. Ça nous permet en fait d'avoir nos points nos routines, etc. Moi, comme vous le savez, je viens du sport, je viens du rugby. Et que ce soit au rugby ou au foot, il y a Clairefontaine pour le foot, il y a Marc aussi pour le rugby. C'est des centres nationaux des fédérations. Donc l'équipe de France, elle va à Marcoussis. Le 15 de France va à Marcoussis. L'équipe de France de foot, elle va à Clairefontaine. Ils ont leurs repères, ils ont un peu leur chambre, etc. Moi, j'ai voulu recréer ça. J'ai voulu recréer ça à Bordeaux pour qu'on ait nos repères, qu'on puisse avancer, etc. Et que la logistique ne soit pas un sujet. Moi, je crois beaucoup aux routines. Et donc voilà ce que j'ai mis en place. Donc voilà, si tout ce que je vous dis là dans le mastermind, ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je réponds à tout le monde, hein, vous le savez. C'est le call to action dans toutes mes stories, dans toutes de tous mes réels et également dans le podcast. Si vous voulez qu'on en parle du mastermind, ben venez. Si vous faites de la prestation de service ou vous faites de la distribution de formation, organisme de formation ou infoprenariat, ben clairement, vous ressemblez dans ce que vous faites à mes clients. Et si en plus vous partagez des valeurs de plutôt entreprendre en France, de plutôt performer ensemble et puis ne pas être en quête de raccourcis un peu trop rapides, c'est-à-dire faire les choses long terme, avoir une belle vision et en tout cas être fier de ce que l'on fait, clairement vous partagez les valeurs de ce groupe-là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Que le mastermind soit pour maintenant, pour plus tard, que ce soit une question ou que ce soit directement pour passer à l'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec vous, vous l'avez compris, parce que déjà, ça me permet évidemment de faire du commerce, mais ça me permet aussi de comprendre vos besoins, d'améliorer mon offre, etc. Donc, en venant me parler, vous me permettez aussi de m'améliorer. Ce n'est pas que pour vendre des trucs. Évidemment, il faut que mon business se développe. Mais il ne se développe pas non plus sans feedback. Moi, je n'ai pas la science infuse. Pourquoi je réussis mieux que les autres, de manière générale, c'est parce que je prends le feedback. Je prends le feedback tout le temps. Et c'est vraiment ça la clé de voûte de toute mon organisation.
Donc voilà, donc il y a eu mon mastermind sur 2 jours. On a fait venir Étienne de l'agence Junto, qui est une machine de guerre, voilà, qui développe plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son agence de media buying à Paris. C'est une machine de guerre. Étienne nous a expliqué comment il avait scalé sa croissance. C'était hyper intéressant. Merci à lui. Et puis merci à tous les membres qui ont également apporté des problématiques, qui ont apporté des super questions. Voilà, et ça a été très riche. Et pour moi, ça a été la rencontre de septembre, la rencontre la plus ouf qu'on ait eue dans le mastermind. J'ai bien aimé la posture que j'ai eue. J'ai adoré comment les membres se sont comportés. J'ai adoré l'intervention d'Étienne, etc., etc. Et là, je vois vraiment qu'on arrive à un niveau de qualité qui commence vraiment à être costaud, à être sérieux. Et on le voit, les membres ils re-signent, les membres nous font plus de cooptation. En tout cas, ça fonctionne, quoi. C'est pas juste 5 étoiles sur Google. C'est-à-dire que des gens qui nous payent plusieurs milliers d'euros à l'année kiffent tellement qu'ils amènent leurs potes, ils en font la publicité, et puis surtout, il y a un sentiment de tribalisme. Les gens qui sont dans le mastermind sont fiers d'y être, et voilà, on est un vrai gang. On est un vrai gang. C'est un truc de ouf. Quand les membres se rejoignent dans d'autres événements, là par exemple ce week-end, il y avait l'événement de Nico Rocher, qui est un membre du mastermind. Bah, ils arrivent, ils sont ensemble. Même quand on n'est pas dans le cadre du mastermind, il y a encore le mastermind. Et donc le mastermind, c'est quelque chose qui est en train de me dépasser en termes d'engouement des membres. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et pour moi, c'est le meilleur KPI de succès. Donc voilà, donc il y a eu cette grosse semaine de mastermind. Et ensuite, moi, je suis parti la semaine d'après à Aix-en-Provence dans le mastermind où moi, je suis client. Parce que moi, je pense vraiment que même si vous vous prenez pour des cadors, vous avez besoin d'être supervisé. D'ailleurs, il y a plein de métiers, des métiers de l'accompagnement, notamment les psychologues, où si vous n'êtes pas supervisé, vous êtes sanctionné par votre ordre, par le conseil de l'ordre, par exemple, pour certaines personnes, ou voilà, ou par l'organisation qui gère votre branche, la branche de votre métier. Donc moi, je suis supervisé, je vais au mastermind de Romain Collignon, ça n'a jamais été un secret, Romain est un ami, c'est quelqu'un qui travaille très bien, et j'y vais vraiment là-bas, dans l'optique de faire du développement personnel, de me développer. Et donc voilà, donc il y a eu vraiment ce gros rush, et puis enfin, j'ai réussi à retrouver mes routines. Donc les routines, je les ai listées, celles que moi je mets en place, et dans quel ordre je les mets en place. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est vous, quelles sont vos routines? Quelles sont vos routines? Dans quel ordre vous les faites, et quel est l'impact psychologique sur vous? Moi, si j'ai mes routines, j'ai un cadre. Et je remarque un truc d'ailleurs, c'est qu'on passe on est motivé, et on passe notre temps à chercher la liberté, on est motivé à atteindre une certaine liberté qu'on nous vend beaucoup dans les métiers de l'infoprenariat, etc. Soyez libre, etc., etc. Mais en fait, le premier truc qu'on fait quand on obtient vraiment cette liberté, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit financière, en fait, c'est de se remettre des contraintes, de se remettre un cadre. Et je crois qu'on n'aime pas on n'aime pas le chaos. Il faut du chaos pour se découvrir, mais ensuite, ce qui est vraiment plaisant, c'est quand on commence à optimiser tout ça, à se dire, ok, ça c'est pas pour moi, ça c'est ok, ça il faut que je pousse plus fort, ça il faut que je laisse tomber, ça il faut que je le fasse différemment. Bon voilà, fameux truc, kill, keep et combine, hein. C'est un truc qu'on utilise en gestion de projet, mais on l'utilise également dans les projets, dans nos tâches du quotidien, dans notre vie de tous les jours, quoi. Et donc moi, mes routines, c'est déjà le sport. Je peux avoir le même poids pendant une semaine selon l'attitude que j'ai avec mon propre corps. Je vais me sentir être un gros lardon ou être une machine de guerre. Ça va avoir un impact sur mes relations, ça va avoir un impact sur mon humeur, ça va avoir un impact même sur mes ventes, j'ai remarqué. Si je suis en forme physiquement, si je me sens en forme physiquement parce que je me suis entraîné, parce que je me suis levé, parce que j'ai tenu mes rigueurs, mes routines, pardon, parce que j'ai eu la rigueur sur mes routines, excusez-moi, clairement, je suis meilleur dans mon business. Je suis meilleur pour vendre des choses ou pour les expliquer. Donc première routine, c'est le sport. En ce qui me concerne, il y a une préparation de combat en ce moment, donc c'est 3 séances de physique le matin, 6h30, vous voyez mes stories. Et ensuite, après, j'ai la boxe le midi. Ce qui me fait environ 6 à 7 séances en 5 jours. Et voilà, c'est forcément un énorme investissement, mais ce n'est pas juste du plaisir, parce que ça a un vrai impact positif dans mon quotidien. Et j'ai envie de dire, là en ce moment, j'ai certains clients du mastermind qui sont dans la galère, ils ont des problèmes juridiques. Premier truc que je leur dis, c'est gardez vos routines de sport. Pensez à vous. Parce que déjà, ça va être un moment, ça va être un exutoire. Vous n'allez pas vous lever en zombie, parce que quand vous allez vous lever, vous allez aller au sport et vous allez être fatigué pour quelque chose et vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Acceptez de dépenser un petit peu plus d'énergie pour en retrouver après. Vraiment, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai eu toutes mes merdes, tous mes problèmes avec la Caisse des dépôts.
Bon, vous m'excusez ma grossièreté, hein, vous savez que le podcast il s'appelle Les Gros Mots, c'est pas pour rien, donc voilà, on s'en fout, on avance et puis je vous parle comme je pense. Donc voilà, on a dit que trop souvent j'étais trop lisse dans ma communication comparé à la communication qu'on découvre quand on me connaît en personne. Donc voilà, donc je vais être un peu plus moi. Et donc oui, il faut se sortir les doigts du cul, il faut faire du sport. Et c'est le meilleur moyen de se sortir de la merde quand on a des galères. Il faut maintenir ses routines de sport. Euh, le sport, par extension, en gros, c'est de la santé, ok, on l'a compris. Pour moi, c'est de la santé physique. Et encore, je ne suis pas sûr parce que tout ce que je fais en sport, moi, est traumatique. Je fais de la préparation boxe et ensuite je fais de la boxe et du MMA. Donc forcément, vous comprenez que le sport, à chaque fois, je perds des points de vie. Hein. Il y a pas de, vous apprenez rien. C'est pas des sports qui sont anodins. Donc oui, il faut faire attention, mais ça a un gros impact sur ma santé mentale également. Si vous avez besoin de méditer, moi, j'arrive pas à méditer. Moi, je vais à l'église et c'est ce qui me permet le mieux ce qui me permet de faire baisser ma fréquence mentale, mon niveau mes pensées, de ramener tout ça. Moi, c'est à l'église. Il y en a, ils ont besoin de se mettre sur un tapis en tailleur avec une musique de chinois à côté, et c'est très bien, je respecte à 1000%. Moi, c'est juste pas ma façon de faire, mais quand je dis faites du sport, c'est en gros faites attention à votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Et ça peut passer par de la méditation. Je sais que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, là, j'en parle un peu en rigolant. Mais je vais réellement me poser des questions sur la méditation. Je vais réellement faire l'effort. Et je vous en parlerai, puisque il n'y a que des bienfaits d'après les sachants. Donc voilà. La première routine, c'est routine de sport. J'ai retrouvé ça, je me sens mieux. Je me ressens mieux, j'ai envie de vendre, etc., etc. Deuxième routine, c'est le contenu. Et c'est là-dessus, je vous l'ai dit, où je suis le plus mauvais. C'est un truc de dingue. Alors pourquoi je suis le plus mauvais? Parce que clairement, je m'occupe bien de mes clients. Je passe du temps avec eux. J'ai des slots dans l'agenda. J'ai des runs dans ma gestion de projet, ce qui fait que ça fonctionne bien. C'est bien cadré et je sais que je m'en occupe bien. Le sport, je le fais parce qu'en fait, j'ai des engagements. Il y a Laure qui écoutera certainement ce podcast qui me chambre à chaque fois. C'est que j'ai un coach pour tout. J'ai un coach pour le MMA, j'ai un coach pour le kick, j'ai un coach de muscu, j'ai un coach pour la musique. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac tac. Je vais très certainement prendre des cours d'expression scénique, de théâtre. Donc voilà, j'ai un coach absolument pour tout. Et oui, alors ça fait rigoler, Gérald et nanana, mais clairement, à quoi ça me sert? Hormis le fait évidemment de gagner des années sur ma préparation, ça me permet aussi d'avoir des engagements, de tenir mes engagements. Et le gros problème avec le contenu, c'est que j'ai pas ça. Enfin, j'ai vous, mais podcast, ça reste quand même un canal où j'ai pas de relation directe avec vous. Je l'ai sur Insta et c'est pour ça que je fais au moins une story par jour, pour ça qu'on publie avec Marguerite une fois par jour. Mais j'ai pas cette obligation et donc c'est un peu la routine sur laquelle je me sens je me sens le moins à l'aise parce que clairement j'ai pas de pression sociale, ni plus ni moins. Donc mon gros focus, ça va être d'améliorer tout ça. Et troisième point, et là-dessus je pense que je suis plutôt bien, je me suis remis des routines de sales, donc de vente. Qu'est-ce que c'est? Déjà de base, des trucs extrêmement basiques. Bon, faire avancer le pipe client, ça d'accord. Mais ça, je sais que vous le faites. Vous payez vos leads très cher, donc vous avancez votre pipe, vous appelez vos contacts, etc., etc. Mais bon, une vente, on ne va pas se mentir. Moi, ce que je vends, c'est relativement cher. C'est un mastermind. Mastermind, ça coûte plus de 20 000 € à l'année. Hein, quand on regarde comme ça, c'est sûr que ça fait un peu mal. Et donc, ça ne s'achète pas, sur un claquement de doigts. Donc, je suis obligé d'entretenir une relation. C'est normal. Et quand moi, je suis client de Mastermind, quand j'achète des produits à 20 000 € par an, clairement, oui, j'ai pas envie que ça soit un coup d'un soir. J'ai pas envie d'acheter ça comme ça. J'ai envie de connaître la personne à qui je vais acheter ça. Et donc, ça, comment ça se passe? Ça se passe avec du follow-up. Le follow-up, c'est le fait de suivre la conversation. Et pas forcément d'être toujours là en mode alors, tu as pris ta décision, et alors, machin, t'en as parlé à ta femme, et alors, tu t'es arrangé pour trouver de l'argent et payer le truc que je veux te vendre. Non, c'est pas ça. Le follow-up, c'est aussi faire péter les croyances de nos prospects, et puis leur amener de la valeur en continu. Il faut qu'il y ait un sentiment de réciprocité. Il faut qu'il y ait, voilà, c'est pas juste je prends, c'est je prends, je donne. Et moi, j'envoie beaucoup de contenu à mes prospects.
J'envoie beaucoup de contenu à mes prospects. Si je fais de la veille, que ce soit dans mes programmes ou dans les programmes des autres, je n'ai pas de problème à leur envoyer. Ça me donne déjà l'occasion en fait, de les recontacter. Et voilà. Et moi, je sais qu'il me faut 6 mois pour avoir un client de mastermind, très souvent. De toute façon, c'est soit je le vends en one shot, et ça va être environ une fois sur deux, soit il va me falloir 6 mois. Dans tous les cas, très souvent, ça suffit. Les gens signent assez facilement, mais c'est pas rien. Il faut quand même un petit peu de temps. Ça se travaille. Donc voilà. Donc j'ai mis des routines de follow-up. Donc oui, j'ai une tâche dans mon Notion qui me dit, OK, va follow-up tous tes prospects. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que moi, mon marché, il n'est pas énorme parce que des gens dans l'infoprenariat, les organismes de formation ou dans des agences qui bossent en France, qui ont un style de vie plutôt, comment dire, qui ressemble plutôt au mien, qui n'ont pas envie de prendre des raccourcis, qui ont envie de faire les choses bien, qui ne sont pas là pour faire un hold-up. En fait, il n'y en a pas 300 000 en France. Donc moi, mon marché, il n'est pas immense. Et j'ai déjà eu une grosse... Enfin, les meilleurs, ils sont passés chez moi. Et donc voilà, moi, le mastermind, je demande un engagement de 6 mois. Les gens, heureusement, restent plus longtemps. Mais au bout de 6 mois, les gens peuvent partir. Et moi, il y en a. Et je pense notamment à mon pote Pedro, qui est un de mes affiliés. Hein. Si vous êtes de l'incubateur, vous avez vu Pedro déjà dans les capsules. Pedro m'a dit, moi, je viens. Mais par contre, j'ai une mission de 6 mois. Je veux accomplir ça dans le mastermind. Et ensuite, je ferai autre chose. Il avait un objectif de faire, voilà, c'était son objectif personnel, je ne vais pas le dévoiler ici. Mais il a fait 6 mois, c'était convenu, on avait une deadline. D'ailleurs, je pense que c'est une très bonne chose de fonctionner comme ça. On active un truc qui s'appelle la loi de Parkinson, c'est qu'en gros, on met une échéance et donc du coup, tout rentre. Et donc voilà, il a fini son truc. Mais ça, c'était déjà il y a 3 mois. Peut-être que Pedro, je le cite là, si tu regardes Pedro, je t'embrasse. Peut-être que Pedro, aujourd'hui, il a un autre objectif et qu'il va avoir besoin d'une session de 6 mois. Et en fait, ça, je ne peux pas le deviner si je ne suis pas à l'initiative. Et donc, je me suis mis des routines de rappel client, de rappel d'anciens clients. Pas forcément pour closer de suite, mais évidemment, moi, je suis là pour développer une entité économique qui s'appelle une entreprise, une société. Et donc, il faut qu'elle vive, et elle vit en développant du chiffre d'affaires. Donc oui, je fais de la vente, c'est mon métier. Et en plus de ça, j'apprends à des gens à faire de la vente. Le marketing, la vente, la livraison, hein, c'est l'entrepreneuriat, c'est mes sujets de prédilection. Mais si je vais, voilà, donc j'y vais pas forcément que pour vendre, j'y vais pour vraiment être au courant. Déjà parce qu'ils vont pouvoir me coopter, si je vois mon intérêt uniquement personnel. Ils vont pouvoir me coopter, ils vont pouvoir éventuellement re-signer, ils vont pouvoir éventuellement me faire des feedbacks sur mon offre, de savoir ce qui manque, etc. Par exemple, moi au départ, il n'y avait que le mastermind. Maintenant, il y a toute une brique de service à côté. J'explique à des gens comment faire de la pub. Ok, d'accord, mais comment je trouve un prestataire? Très bien, j'ai trouvé une solution pour vous présenter le meilleur prestataire pour faire de la pub. Pareil pour la vente, pareil pour le design, pareil pour la com. Voilà, c'est ça la puissance du mastermind. Et donc ça, si je ne suis pas au contact de mes clients, de mes anciens clients, qui ont déjà vu l'expérience, qui connaissent le service et qui sont partis contents, clairement, voilà, c'est mes meilleurs prospects. Si je ne leur vends pas à eux, je ne le vendrai à personne. Donc voilà, donc mes routines, le sport, le contenu et les actions de vente, les sales. Ultra important. Depuis que j'ai retrouvé ça, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus équilibré. Alors ouais, à certains moments, je me sens un peu pris par le temps, etc. Mais au final, je me noie dans un verre d'eau parce que si je fais pas ça, il n'y a rien qui va. Et si je mets pas ça en place, si je mets pas ces runs en place, ces routines, clairement, ma boîte, elle va prendre l'eau. Parce que si je fais pas sport, je vais devenir une grosse merde. Autant physiquement que mentalement. Si je fais pas de contenu, je vais pas expliquer ce que je suis, je vais pas créer du love, hein, je vais pas être un painkiller, donc je vais pas vous expliquer comment vous allez améliorer vos ventes ou comment vous allez améliorer vos publicités, comment vous allez mieux manager votre équipe ou comment vous allez la recruter. Hein. Si je fais pas de contenu, vous n'allez pas savoir que je suis la meilleure personne pour vous expliquer ça. Et puis si je parle pas avec ma façon de parler, comme dans les gros mots, comme dans les drafts, comme aujourd'hui, vous allez penser que je suis un mec comme tout le monde. Voilà. Et donc ouais non, si vous êtes ici, c'est que vous m'attribuez un niveau d'autorité sur mon expertise. Ça, c'est grâce à ma communication. Et vous m'accordez aussi un niveau de sympathie. Et ça, c'est grâce à ma tonalité. Et donc oui, je dis bite couille poil, c'est moi, c'est comme ça. Il faut s'habituer. On n'est ni chez les sorcières au fin fond du Jura, ni à Dubaï en fait. On est ici à Bordeaux. Je suis un mec du Sud-Ouest qui vous explique comment on fait du business. Et donc voilà, ça c'est avec mon contenu. Si je fais pas ça, clairement demain j'ai plus de business. Donc ce run qui me plaît pas toujours, hein, parce que aller faire le guignol sur les réseaux, c'est pas toujours mon truc. Comme vous, vous aussi ça vous gonfle de le faire, je le sais, mais on doit le faire. Et donc voilà, donc ça c'est un truc que je dois faire. Et puis vendre, parce que c'est l'essence même du business, c'est de vendre. Donc voilà, on ne vend pas évidemment à n'importe quel prix, hein. On n'est pas prêt à tout, mais il faut vendre. Voilà pour la partie routine. Donc vraiment,
euh, si vous n'allez pas bien, si vous avez l'impression de vous noyer dans un verre d'eau, balisez votre journée, déjà avec des moments perso, ensuite avec vos obligations. Par exemple, moi, c'est en vert, et mes seules obligations, parce que j'ai structuré ma vie pour n'avoir que ça comme obligation, bah, c'est mes enfants. Là, par exemple, il est 15 heures, je sais que dans 1 heure, je dois être dans la voiture pour aller chercher Titouan à l'école, et qu'une heure après, j'aurai récupéré Margot à son école à elle. Et donc, ben voilà, c'est comme ça, c'est mes obligations. Il peut y avoir la reine d'Angleterre qui m'appelle là, ben je ne pourrai pas. Donc ça, c'est balisé en vert, ça ne bouge pas. Et ensuite, après, allez mettre ces histoires de follow-up, de vente, allez rappeler vos anciens clients. Au prix où vous coûte l'acquisition, allez rappeler vos anciens clients, faites une relation, soyez vraiment dans la relation. Et puis aussi, mettez-vous des slots pour la création de contenu. Voilà pour les routines. Vous verrez, vous sentirez beaucoup mieux. Et c'est pas parce que les routines, elles sont pas notées dans votre gestion de tâches, dans Notion ou dans autre chose, ou qu'elles sont pas notées dans vos agendas, qu'elles ne sont pas obligatoires. C'est vraiment hyper important de comprendre que ces trucs-là, c'est ce qui permet à votre bateau de se maintenir à flot. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pro. Alors, une bonne nouvelle qui me concerne qu'à moi, mais une bonne nouvelle. Je ne suis plus actionnaire de l'incubateur Entreprendre. Voilà. Le Mastermind Entreprendre existe toujours et je suis toujours à sa tête, mais j'ai vendu mes parts de l'incubateur à mes associés, à Alice et David, qui opéraient le business déjà depuis plusieurs années. Comme vous le savez, avec Alice, on divorce, donc on est en pleine séparation. Ça se passe relativement bien, on ne va pas se mentir, il y a des divorces qui se passent beaucoup plus mal que ça. Mais c'était aussi important pour moi de passer à autre chose. J'étais plus opérationnel depuis un moment sur l'incubateur. J'avais eu un gros run début d'été un gros sprint plutôt, début d'été sur la refonte de la formation. Mais voilà, je reste l'image et je reste un petit peu l'architecte de cette solution. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout opérationnel. L'incubateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un accompagnement pour aider à faire de la création ou de la reprise d'entreprise. On a formé beaucoup de monde, hein, je vais en parler un petit peu après. On est éligible, alors je dis on est, hein, ils sont plutôt maintenant, mais l'incubateur est éligible au dispositif de CPF, etc. Donc c'est énormément de juridique, c'est énormément d'administratif. Et donc voilà, on a décidé de faire ça sous forme de bootcamp, puisque c'est ce qui amène le plus de succès aux clients. Et donc il y a des coachs, il y a de l'opérationnel, etc. Donc pourquoi c'est un succès? C'est parce que je suis passé d'un business, même si je n'étais pas opérationnel, c'est toujours une charge mentale, de 27 salariés à 0. Et je suis passé d'un business avec une marge relativement faible, puisque c'est vraiment un business de volume, à un business avec une marge de quasiment 100%. Donc, je suis passé d'un business complexe à un business simple. Je suis passé d'une entreprise avec des complexités à un solo business. Et je suis ultra content. Alors, je sais, c'est contre-intuitif. Les gens dans l'industrie, ils veulent faire le contraire. Au départ, ils se lancent sur leur personal branding, ils se lancent comme ça en faisant de l'infoprenariat. Et ensuite, après, ils essaient de se détacher. Ben, moi, ça a été le contraire. J'ai d'abord créé ma surface financière. Donc aujourd'hui, sauf accident industriel, j'aurais jamais de problème d'argent, logiquement. Logiquement, ça devrait aller. Mes proches non plus. Et donc, je vais vers quelque chose où je me vends un petit peu plus, parce que le mastermind, évidemment, je me vends. Quand je communique comme ça, évidemment, en plus, je décide de le faire d'une certaine manière, donc forcément, je me vends. C'est pas anodin, je ne veux pas dire que c'est pas le cas. Mais donc voilà, j'ai un petit peu fait le chemin inverse, et je suis ultra à l'aise avec ça. Je suis ultra à l'aise du fait de ne plus avoir une boîte qui fait 11 millions, mais d'avoir une boîte qui va faire environ 1,5. Avant, j'avais la vanity métrique de dire ouais, j'ai 27 salariés, au plus haut, j'en avais 33. Mais en fait, maintenant, je m'en fous. Je m'en fous. Il y a Baptiste qui me donne un coup de main en tant qu'indépendant, qui est mon bras droit historique. Il y a Natacha qui me donne des coups de main sur l'organisation des événements. Et puis ensuite, j'ai mes acolytes dans le mastermind. Je pense à Mehmet, je pense à Jérémy, qui sont mes partenaires, qui m'aident à livrer mieux le mastermind. Mais c'est ultra lean, c'est ultra lean. Et aujourd'hui, au lieu de prendre de la charge mentale à recruter du monde, ce que je fais, c'est que je rentre dans le business de mes prestataires. Je pense notamment à William, je pense notamment à Maxence, à Vincent, je pense à Julien, je pense à Gab. Aujourd'hui, je suis au capital de leur boîte. Et ça me permet en fait d'étendre mon offre sans avoir la charge mentale. Et justement, je trouve ça hyper vertueux. C'est que je n'ai pas de charge mentale,
Je ne suis pas le tyran, je ne suis pas le bourreau, même si je ne l'étais pas spécialement quand j'avais mon entreprise. C'était quand même un truc c'était une préoccupation. Je faisais toujours en sorte de ne pas être un tyran, pas un bourreau. Mais là, en prenant des parts chez eux, j'ai la posture de mentor et non plus de chef de chef d'entreprise slash manager slash patron. Voilà, c'est pas du tout ça. Moi, je suis pas le patron de Maxence. Maxence, il a sa boîte et quand il a besoin, il me demande un coup de main. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc je suis passé d'une boîte compliquée à une boîte simple et, et vous allez le voir dans quelques semaines, on a fait, pas quelques semaines, il faut qu'on soit meilleur, dans quelques jours, c'est un engagement. Marguerite, si tu regardes ça, je sais que tu regardes, c'est un engagement public. On va sortir des réels sur des livres que j'ai relus moi récemment. Et notamment, j'ai relu Build to Sell, qui est un bouquin qui parle en fait de comment structurer sa boîte pour la revendre dans des meilleures conditions. Et en lisant le bouquin, alors, je mens, en lisant le résumé du bouquin et en préparant le réel, je me suis dit, mais en fait, Build to Sell, c'est exactement ce que j'ai fait pour l'incubateur. Et c'est également un truc qui est un excellent playbook, c'est une excellente méthode d'une boîte qui est fonctionnelle, même si on n'a pas pour objectif de la revendre. Donc, j'ai réfléchi à ça. J'ai eu l'occasion de faire 2 conférences depuis cet été pour parler de ça. Et donc, je vais vous lister les points qui sont les points les plus marquants de la méthode Build to Sell. Et je vais vous dire comment moi je l'ai mis en place dans l'incubateur. Le premier point, c'est concentrez-vous sur un produit ou une offre spécifique. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. L'incubateur, il n'y a toujours eu qu'une seule offre, il n'y a toujours eu qu'un seul produit. Et ce qui fait qu'en 2 ans, ça a été distribué à 8800 personnes. C'est juste un truc de dingue. Et quand je dis distribué, c'est vendu, livré. Et c'est pas juste ouvrir un accès à un Podia ou un machin où on distribue des vidéos. C'est des gens qui viennent sur Zoom faire des bootcamps de 8 heures tous les lundis. 8800 en 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est focus que sur une seule offre. Ensuite, deuxième point, c'est il faut avoir des processus qui sont standardisés. Et en l'occurrence, l'incubateur, quand je l'ai pensé, je l'ai écrit, je l'ai playbookisé sur une feuille A4. Vous connaissez ma théorie sur les playbooks. Les playbooks, c'est quoi? C'est un petit peu la Bible de l'entreprise. Et donc, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment structuré mes idées. Je l'ai rendu palpable, le projet. Et quand je l'ai proposé à l'équipe, c'était clair. L'équipe, c'était mes artisans. Moi, j'étais l'architecte. Je leur ai présenté les plans. Et on a fait l'incubateur et il n'y a pas eu d'accro. Et à chaque fois qu'il y a eu des modifications sur l'incubateur, il y a d'abord eu des modifications sur le playbook qui ont ensuite été implémentées dans l'incubateur. Et ça, c'est vachement bien. Quand le playbook, il est complet. Alors un playbook, c'est quoi? C'est comment on fait les choses. C'est comment j'accueille mes clients, comment je vais les recruter, comment je vais les fidéliser, comment je vais obtenir de la recommandation, comment je vais obtenir de la preuve sociale, comment je vais leur livrer, comment je vais manager mes coachs, comment je vais recruter mes coachs, etc. etc. C'est un truc idéaliste. Évidemment, ce n'est pas un truc qui est figé. Hein. On est adepte du lean, on sait qu'on évolue, on fait évoluer nos playbooks tout le temps. D'ailleurs, j'ai une tâche, moi, dans nos chaînes qui me demande de faire évoluer mes playbooks. Mais quand on fait ça, quand on a un projet qui est clair, qui est bien posé, ça rassure l'équipe de dingue. Si vous avez une bonne équipe d'intégrateurs, très souvent, ils sont sceptiques au changement. On ne va pas se mentir, c'est un grand cliché, hein, mais c'est vrai. Les clichés, les rugbyman ne pètent pas tous des glaçons avec la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que les glaçons qui sont pétés avec la tête sont souvent pétés par des rugbyman. Bon, voilà, vos intégrateurs, très souvent, c'est des gens qui sont averses au changement. Et donc, si vous leur amenez un projet structuré, ils vont vraiment pouvoir vous accompagner, faire au mieux. Ils ne vont pas être avec le frein à main. Et moi, je le vois. Si moi, j'amène un projet qui n'est pas précis à Baptiste, à Flo ou à Alice, ou même à David, mais clairement, ça ne va pas le faire. Si je prends le temps de bien structurer mon truc, on va aller 10 fois plus vite. Donc, c'est du temps, un petit peu comme on parlait tout à l'heure, le sport. Vous avez des journées de ouf, prenez juste 1 heure pour faire du sport. C'est 1 heure en moins, mais en fait, c'est beaucoup plus d'énergie par la suite. Donc là, c'est pareil. Perdez du temps sur votre playbook, entre guillemets, mais en fait, ce n'est pas du temps que vous perdez, c'est du temps que vous investissez pour la suite. Donc faites-le. Donc système de processus standardisé. Ok, ça c'est bon. Ensuite, engagez les personnes clés. Moi, pourquoi j'ai réussi à bien faire fonctionner l'incubateur et pourquoi j'ai réussi à bien le revendre, c'est parce que j'ai identifié les 2 goulots d'étranglement. La livraison, puisqu'on a décidé d'être sur un format qui était chiant à livrer, qui est des bootcamps. C'est une galère de ouf. Nos clients, c'est des salariés. Il faut les faire poser une journée, un lundi matin, toute une journée, les laisser sur Zoom, en sachant que c'est ultra énergivore, un Zoom. Il faut les mettre sur Zoom,
il faut les appeler si jamais ils ne se connectent pas. Il y en a, ils n'ont jamais fait de visio, donc il faut les aider à faire ça, etc., etc. Donc il y a toute une équipe de préparation à la livraison. Je pense à Jules, je pense à Camille, hein, vous êtes des machines de guerre parce que franchement, votre boulot n'est pas simple. Et vous l'avez vu, hein, si vous êtes passé par l'incubateur, c'est un truc qui n'est pas simple. Hein, vous voyez qu'on se prend la tête pour vraiment vous livrer dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était un premier point. Alice a géré ça et elle a très bien géré. Directrice d'opération, elle a très bien géré. Et ensuite, après, il y a la réglementation du CPF, il y a la réglementation des OF, etc., etc. Et il y avait David avec son équipe. Donc, d'un côté, j'ai mon DAF, d'un autre côté, j'ai la directrice opérationnelle. Ça, c'est absolument génial. Les personnes clés, elles sont là. Moi, derrière, après, c'était royal. Donc, c'est des intégrateurs, ce n'est pas des visionnaires, on le sait. Donc, c'était mon boulot d'avoir la vision. La vision, de toute façon, ne se délègue pas. C'est un fantasme de croire qu'on peut déléguer la vision. Mais voilà, eux, c'est des intégrateurs. Ils avaient un playbook qui était bien fait, et du coup, ça en a fait des personnes ultra affûtées pour opérer la boîte et la reprendre. Il n'y a même pas eu de transition, puisque c'était eux qui opéraient la boîte. Quand je leur ai vendu mes parts, la seule différence, pour eux, dans leur vie, c'est que ça les a rendus plus riches. Et moi aussi, accessoirement. Mais ça les a rendus, voilà, ils ont plus de parts d'un truc qui marche super bien. Mais dans leur quotidien, ça ne change rien. Ils étaient déjà opérationnels. Donc voilà. Construire une marque forte. Alors là-dessus, c'est le point un petit peu gris. C'est le truc où je ne sais pas trop si dans Build to Sell, ça a été vraiment un truc que j'ai suivi. Alors nous, on a mis en place du corporate branding. Alors, clairement, l'incubateur, je sais très bien que les gens qui rentrent dans l'incubateur, ils ne viennent pas pour moi. Dans le mastermind, ils viennent pour moi. Je sais que mon branding a une part forte, un impact fort dans la décision. Puisque ça reste ni plus ni moins qu'un infoproduit, un accompagnement, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Dans l'incubateur, c'est pas ça. Donc, on a mis en place du corporate branding. Est-ce qu'on avait une marque forte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est recommandé dans Build to Sell. Je ne m'attarde pas plus sur ce point-là parce que je ne sais pas si réellement on l'a bien fait. Ensuite, se concentrer sur les clients récurrents. Et là-dessus, quand j'ai lu ça dans Build to Sell, je me suis dit, OK, ça, comment nous, on a géré ça? Et je me suis rendu compte en fait que mes clients, ce n'étaient pas ceux qui venaient faire les bootcamps. Mes clients, c'était mes affiliés. Parce que vous le savez, moi, c'est un réseau de distribution par des affiliés, des infopreneurs qui vont former à des compétences métiers. Je pense à Nassim, qui forme pour devenir coach sportif. Il va former à toute la partie métier, prise en charge sportive du client final. Il va leur apprendre ça à ses membres. Mais toute la partie trouver des clients, structurer son idée, structurer son projet, ça, c'est fait dans l'incubateur. Et c'est pour ça en fait, que le bundle marche bien. Et donc, pourquoi on a distribué aussi fort? C'est parce qu'on avait un super réseau de distribution. Et en fait, ce que je faisais, c'est ni plus ni moins que de la grande distri. Comme quand vous êtes Coca-Cola. Coca-Cola, votre but, c'est pas de vendre les canettes une par une. C'est d'aller trouver des grandes surfaces qui, eux, vont distribuer. C'est exactement comme ça que j'avais fait l'incubateur. Et donc, mes clients, ce n'étaient pas les clients finaux. Ce n'étaient pas les utilisateurs, ce n'étaient pas les bénéficiaires. Mes clients, ceux que je devais travailler, ceux que je devais marketer, c'était mes affiliés, donc les autres infopreneurs. Et ça, ouais, j'ai une relation affiliée qui était sans faille. Vraiment, on ne s'est fâché avec absolument personne. On n'a eu aucun litige avec aucun de nos affiliés. Alors, évidemment, hein, on a eu des choses qui ne nous plaisaient pas, des discours qui nous plaisaient pas quand ils disaient, mais on avait une communication, on leur disait. Nous, on a pu, à certains moments, avoir une semaine de retard sur un paiement parce qu'il y avait des vacances. Enfin voilà, ça reste la vie d'une entreprise. Vu les volumes d'argent qu'on traitait, c'est normal qu'il y ait un petit peu que ça ne soit pas tout bon, évidemment. Ça serait mentir de dire ça. Il n'y a aucune boîte qui fait un sans faute. Mais ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, la relation affiliée, on s'est vraiment concentré là-dessus. Et ça a vraiment été un succès. D'ailleurs, j'ai 2 personnes à temps plein qui sont payées, donc des CDI qui sont payées pour gérer cette relation affiliée, en plus de ce que je fais moi. Donc vraiment là-dessus, on a mis le paquet. Et on a eu raison. Voilà. Ensuite, ce que nous dit Build to Sell, c'est que pour bien structurer une boîte, il faut se fixer un objectif financier qui est clair. Nous, on l'a su. Au début, on était un petit peu trop, vu qu'on faisait des gros volumes d'argent, on était un petit peu moins regardant sur la marge. Et on s'est mis un coup de chaud. Et quand on s'est remis à recalculer notre poids mort, ce que coûtait la boîte, ce que nous on coûtait, etc., ça nous a permis de nous rassurer. Et ça nous a permis, du coup, de clairement savoir qu'on avait un point mort. On a mis des objectifs hebdomadaires. On a fait de la comptabilité en fait sur notre business, ce qu'on ne faisait pas jusque-là. Donc oui, vraiment, fixez-vous un objectif clair pour
pour, pour clairement rassurer votre équipe, vous rassurer à vous. Et puis, dans le cas de Build to Sell, donc Build to Sell, hein, ceux qui n'ont pas en anglais, c'est construit pour vendre. Vous préparez un business pour le vendre. Hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Et donc voilà, si vous avez un objectif clair, ça rassure ses futurs acheteurs. Et dernier point, ça c'est plutôt évident, du moins quand on a la promesse du bouquin, on sait que ça va être à peu près ça le thème. C'est rendez-vous remplaçable. Et moi, dès le premier jour, en fait, tous les runs, toutes les tâches récurrentes dont on parlait plus tôt, c'est Alice, David et leur équipe respective qui les ont mis en place. Donc j'ai toujours été remplaçable. Voilà pour les conseils. Je vais les redire en vitesse. Concentrez-vous sur un produit ou une offre spécifique. Standardisez vos processus. Engagez les personnes clés. Construisez une marque forte. Construisez de la récurrence avec vos clients. Fixez-vous un objectif financier clair et rendez-vous remplaçable. Donc voilà, ça c'est les 7 points du résumé Build to Sell. Et j'en ai parlé récemment, donc j'en parle ici. Quel est l'avantage de vendre ses parts à les membres de son équipe? Clairement, ce n'est pas un avantage financier parce que vous vendrez jamais plus cher à votre équipe que ce que vous avez vendu à quelqu'un de random dans un process classique. Mais par contre, c'est un gain de temps de ouf, puisque vous n'avez pas de due diligence, puisque clairement, vos intégrateurs, votre équipe, elle connaît le business au moins aussi bien que vous. Ensuite, la rapidité du deal, hein, ça c'est vraiment un énorme avantage, voilà, donc vraiment n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez un unfair advantage sur la valorisation du deal, puisque vous connaissez la trésorerie, vous connaissez la capacité financière de vos associés. Donc vous savez en fait combien vous allez pouvoir leur vendre. Donc n'hésitez pas à arbitrer certaines de vos boîtes, et au lieu d'aller chercher à les vendre ailleurs, parlez-en déjà autour de vous, parlez-en à vos associés. Voilà, enfin, ma prise de conscience. Ma prise de conscience, elle est un peu bateau, mais en fait, on se rend compte que plus on avance dans le développement personnel ou plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus les conseils bateaux, ils sont vrais, quoi. Less is more. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est, clairement? C'est que j'ai dégrossi énormément de choses dans ma vie, j'ai retiré énormément de choses, et en fait, je me sens beaucoup mieux. Donc less is more, hein, en avoir moins, ça permet d'être mieux, hein, ça permet de se maximaliser. Et donc j'ai libéré énormément de charge mentale. Et ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que j'ai adopté des postures de minimaliste. Donc moi, je suis minimaliste dans ma façon de consommer, ma façon de conserver des choses, de capitaliser. Et donc, je l'ai fait dans mes projets. J'ai coupé plein de projets. Je me suis séparé de plein de choses matérielles. Là-dessus, il faut encore que je m'améliore, mais je suis en chemin. Je dois accepter moins de sollicitations. Et j'ai accepté d'avoir moins de relations. Peut-être de ne pas accepter de prendre un café, un verre avec telle personne qui, en fait, a vraiment envie de me rencontrer ou avec qui je pourrais faire un éventuel deal plus tard ou je sais pas quoi. Ou qui me dit « Ouais, j'ai un projet de ouf à te pitcher, mais je peux pas t'en parler là, il faut qu'on se voit. » Bon, mais ça, clairement, maintenant. Pas maintenant, mais demain. Ça sera non, puisqu'il ne faut pas avoir de FOMO par rapport à ça. Et il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde, ce qui était un vrai sujet pour moi. Donc voilà. Vraiment, less is more. Là, je me suis marqué le bénéfice des routines. On entreprend pour être libre, mais il faut vite se recontraindre pour l'être réellement. Je vous le disais plus tôt avec les routines, le fait de décoiner ses projets, le fait d'en laisser un petit peu de côté, ça nous amène énormément de liberté. Donc voilà les amis, on va arriver à la fin de ce draft. Et il me reste juste une dernière rubrique, c'est la revue de presse. Et j'ai écouté, alors je ne suis pas très bon en ce moment en curation de contenu, mais j'ai écouté l'interview d'Idriss Aberkan chez David Laroche. Alors au départ, ça parle de trucs politiques. Bon voilà, ça vous savez que j'adore. Mais après, ça parle vraiment de méthode, ça parle vraiment de comment Idriss Aberkan structure plein de choses dans sa vie, et notamment comment il écrit des conférences. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top, puisque moi, c'est un vrai sujet. J'ai pas mal de sollicitations pour donner des conférences, et donc Idriss explique ça. Et donc, j'ai fait un petit résumé. Alors, pour
pour écrire une conférence, il faut faire passer l'audience, c'est l'objectif principal, par 3 grandes étapes. L'audience, au départ, au sujet au sujet de la conférence qu'ils consomment, ils doivent se dire « je ne savais pas, putain, je ne savais pas ça ». Ensuite, ils doivent se dire à la fin « je suis bien content de le savoir, ça m'a servi ». Et enfin, après la conférence, ils doivent se dire « ok, maintenant je veux en savoir plus ». Si on arrive à faire passer les gens par « je ne savais pas, je suis content maintenant de le savoir et puis je veux en savoir plus », ben en fait on a gagné. Et là on a en fait on a un up émotionnel, on a vraiment une courbe positive émotionnelle, ça tend vraiment vers le plus et du coup ça fait que les gens ils en gardent un bon retour et ils activent des choses positives au sujet du conférencier. Ensuite, et ça pour moi c'est un énorme sujet, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. Il faut assumer ses défauts. Idriss dit ça, il faut être soi-même. Moi par exemple, j'utilise des vilains mots, je ne conjugue pas bien mes verbes, je fais souvent des e. Bon, clairement je ne suis pas prêt de suite d'améliorer ça. Je vais prendre des cours de théâtre, je vous l'ai dit. Mais bon, clairement, si j'attends de le corriger, je ne suis pas prêt de faire des conférences, je ne suis pas prêt de faire des podcasts. Donc, j'assume. Et puis, c'est comme ça. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton pour passer à la vidéo d'après. Et assumer ses défauts, c'est vraiment... c'est bateau. Mais c'est game changer. Combien de trucs importants je n'ai pas fait juste parce que j'assumais pas être qui je suis. Et je voulais absolument avoir une version parfaite de moi ou de la chose que j'accomplissais pour pouvoir démarrer. C'est complètement illusoire. Hein. Et ce qui est ouf, c'est que ce genre de conseils-là, c'est des conseils que je donne tous les jours. Et donc voilà, assumer ses défauts. Ensuite, ce qu'Idriss dit et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est miser sur la grossièreté. C'est l'épice de la prise de parole. Donc, clairement, maintenant, moi, je n'ai pas peur de mettre quelques gros mots, quelques grossièretés, pas de vulgarité, mais de grossièreté, même dans mes calls de closing. Là, on parle de conférence, mais c'est la même chose hein, quand on fait de la vente. Faut pas hésiter, sinon on est fan. Et je pense qu'il y a aussi, comme dans la publicité, besoin de faire un petit peu des scroll stoppers, de récupérer l'attention de l'auditoire. Et donc voilà, il faut assumer cette grossièreté. Et ça m'a grave parlé puisque d'une manière un petit peu instinctive, je fonctionnais déjà comme ça. Enfin, pour éviter le syndrome de la page blanche, ce qu'il faut faire, c'est baliser. Donc aller mettre des grands points, des grandes étapes. Très souvent, on dit commencer par la fin ou autre chose. Là, ce que Idriss recommande, c'est plutôt d'aller mettre donc lui, il appelle ça les fraises tagada. Elle met une fraise tagada au début, au milieu, à la fin, aux différents chapitres, et broder autour de ces points. C'est-à-dire, au lieu de faire un long chemin, c'est faire des étapes. C'est avoir des points d'étape pour écrire sa conférence. Et c'est vrai que c'est super bien. Et si vous avez une pensée plutôt arborescente, que vous utilisez des mind maps, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, balisez votre script avec des fraises tagada. Et en l'occurrence, lui, il fait ça quand il écrit des bouquins. C'est que dès qu'il a fait X pages et dès qu'il atteint un truc qu'il voulait absolument dire dans son bouquin, il a le droit de manger une fraise tagada. Apparemment, il aime vraiment ça. Donc voilà. Et enfin, les métaphores que l'on crée, parce qu'on le sait, lui donne beaucoup d'exemples, il documente vachement de trucs, ça lui donne en plus un énorme... ça active un énorme biais d'autorité. On a l'impression qu'il sait tout, Idriss Aberkan. Et qu'il connaît tout le monde, et qu'il connaît toutes les cultures, et qu'il a vu tous les films, etc. etc. Toutes les métaphores, tous les exemples qu'il donne, il ne sait pas de les faire pour étaler sa culture, il est fait d'abord pour lui, parce que ça l'aide à la compréhension. Et donc, derrière chaque concept qu'il va écrire pour faire une conférence, il va chercher des métaphores, il va chercher des exemples. Et ce qui fait que dans une conversation, il va pouvoir les placer. Donc, soit il les utilise dans la conférence, soit il les utilise dans du contenu qui prépare la conférence, soit après dans la partie questions-réponses. En tout cas, avoir un exemple, une métaphore pour chacun des concepts qui est développé. Donc voilà, moi j'ai adoré. Je refais la liste.
faire passer l'audience par 3 étapes. Je ne savais pas, je suis bien content de le savoir et je veux en savoir plus. Ensuite, assumer ses défauts, être soi-même. Miser sur la grossièreté, c'est l'épice de la prise de parole. Baliser le script de Frestagada et enfin, faire des métaphores et les prévoir pour soi et en avoir pour chaque concept développé. Voilà les amis, bon, ça devait durer une demi-heure, on est presque à 1 heure, c'est parfait. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ce draft avec vous. Je vais vraiment m'y tenir. J'ai eu beaucoup d'audace de commencer ce draft par les routines, et notamment de vous parler des routines de création de contenu, puisque c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas accountable, et donc je vais m'améliorer, vous pouvez compter sur moi. En tout cas, c'est toujours autant un kiff de faire ce format, je ne le vois pas passer, j'adore. J'espère que vous l'aimez toujours autant. Je vais essayer d'être plus authentique dans ma communication, je sais que vous me l'avez dit, je vais vous parler un petit peu plus sur les réseaux, comme je vous parle dans la vraie vie. Et voilà, comme vous le savez, moi je réponds à tous les messages sur Insta. C'est vraiment mon canal. Je reçois tout sur mon téléphone. Si je ne réponds pas, il y a Marguerite qui me tanne pour que je vous réponde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes pris en charge. On ne vous oublie pas. Si vous avez des problématiques dans vos business, si vous avez besoin qu'on vous aide, si vous avez besoin juste d'en parler, si vous avez besoin de trouver une communauté de personnes avec des objectifs communs, des valeurs communes, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message, à consulter les liens aussi qui sont dans la bio, soit de YouTube, soit d'Insta. Et voilà, en tout cas, je suis, comme je vous le disais, ravi de faire ce format. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et merci, à très bientôt. Ça y est, cet épisode de Draft est terminé. Si ce podcast t'a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.